Allô, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mian the Writer. Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue réalisée avec l'auteure Émilie Turgeon qui nous présente Sans eux, son nouveau roman dans la collection Tabou. L'entrevue a été réalisée dans le groupe Communauté Collection Tabou, dont vous retrouverez le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Il y a aussi un chat. Ah oui, il y a un chat. On est en live. Donc là, je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Comme tu vois, toi aussi, il y a comme la petite barre qui défile en bas. C'est pour le lien StreamYard, parce que sinon, on voit juste des gens qui écrivent... ben, c'est marqué Facebook User, donc on voit pas. Je sais pas si tu vois les commentaires sur le côté de ton écran. Ben là, j'en vois pas pour le moment. Non, c'est ça va arriver. Ça s'en vient. Il y a un chat sur le côté. Je vais regarder sur le groupe. Normalement, tout devrait être bon de ce côté-là aussi. Si ça affiche. Oui, tout est bon. Oui, non. Il y a Catherine Degg qui dit « Allô, allô Catherine! » Allô, mais moi, je la vois pas. Est-ce que c'est normal? T'es censée la voir dans les commentaires. Elle vient de dire « Allô ». OK, là, c'est beau. J'ai cliqué sur autre chose. Je vais y arriver. Tu vois, je suis dans le thème. À chaque auteur, je mets la couleur de leur tabou pour les noms. Et j'ai mis le vert. J'ai mis le vert, c'est parfait. J'ai pas choisi celle-là. Ah non? Non, pour ceux qui notent pas, j'avais choisi le bleu. On avait gardé le bleu pour le poids du mensonge, mais pour Sans eux, j'ai pas choisi le vert. En fait, j'avais tellement pas d'idée pour la couverture que j'ai dit à Chloé qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Fait que, ils ont décidé de tout. J'ai juste approuvé après ça. C'était parfait. Mais c'est bien cool. Mais comme vous voyez, on a un invité surprise. Il est un peu curieux, mais il va aller jouer un peu là, à côté avec ses affaires. Mais c'est ça, c'est un bébé COVID, fait qu'il est très fusionnel à sa maman. Juste m'assurer aux gens qui sont là, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien Émilie? Est-ce que tout fonctionne comme il faut? En tout cas, j'espère que oui. Moi, je pense qu'on va passer une super bonne soirée. Je fais aussi un rappel, le lien StreamYard, vous devez le cliquer si vous voulez pas apparaître en Facebook User. Et restez là durant le live. La question pour le concours va apparaître 2 fois. Donc, si vous voulez y répondre, répondez-y. On vous oblige pas, mais ce serait le fun. Et donc, voilà. Le gagnant du concours va être annoncé après le live. Parce que sinon, c'est trop de gestion, puis j'ai juste 2 mains, puis j'ai juste une tête. Donc, Émilie, on va commencer. Oui. Puis on va commencer avec une première question quand même assez générale. Comment t'es venue l'idée d'écrire ton premier tabou? Ce qui ne tue pas, bon, fait, OK, par le suicide, moi, j'ai jamais vécu ça personnellement, là, je vais le clarifier tout de suite. En fait, j'ai un ami qui s'est suicidé. Moi, je suis à Québec, puis ça faisait peut-être 1 an qu'il était déménagé à Montréal, puis on se voyait un peu moins quand même. Puis, j'ai appris qu'il s'était suicidé là-bas, comme personne l'avait vu venir. Puis, ses funérailles avaient eu lieu à Québec quand même, vu que sa famille était ici. Puis, c'est la première fois que je faisais la file jusque dans la rue pour donner des condoléances, donner mes sympathies là, à la famille. Donc, il y avait tellement de personnes présentes là, que le salon débordait, vraiment la file sur le trottoir là, dans la rue. Puis je me souviens que quand je suis arrivée devant ses parents, devant sa sœur, il y avait des amis super proches de lui qui étaient là aussi. Là, je me rappelle que je me suis dit que si il pouvait voir ça, il n'aurait pas fait ce qu'il avait fait parce que il se serait bien rendu compte à quel point il y avait des gens sur qui il pouvait compter dans la vie. Puis c'est un peu resté dans ma tête, là, cette idée que les gens qui en viennent à se suicider ou à essayer de se suicider devraient être témoins du mal qu'ils causent pour prendre conscience de la gravité de leurs gestes, puis en même temps prendre conscience qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à les aider. Il suffit juste de demander. Donc, c'est un peu né de ça. Je voulais un personnage qui soit confronté à ses actions, puis aussi tout le côté un peu
je me rends compte que c'est pas une solution, il y a autre chose, parce qu'on peut pas faire la promotion du suicide, mais il faut quand même en parler. Donc, c'est un peu là où je voulais aller avec tout ça. Et est-ce que c'est un peu pour ça que tu es allée écrire une suite avec Le poids du mensonge? Non, la suite, c'était vraiment pas prévu. OK. Moi, j'ai écrit ce qui ne tue pas, puis c'était une fin assez ouverte. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça, les fins ouvertes, là, quand on a de l'imagination, ça peut être agréable. Puis, c'était mon premier roman, fait que les gens autour de moi étaient super enthousiastes, ils pouvaient me et là, comme c'est une fin ouverte, évidemment, ben ça laisse place à l'imagination. Donc, on me posait énormément de questions sur après. Oui, mais là, après, est-ce qu'elle va être avec son physio? Oui, mais là, après, est-ce que ses parents vont finir par le savoir? Parce que, tu sais, sans rien divulguer, là, son suicide passe en accident. Tu sais, dans tout le roman, on pense que c'est vraiment juste un accident. Puis, elle révèle pas cette vérité-là à personne là, dans le roman. Elle le garde. Ben, il y a sa sœur qui le découvre, là, mais tu sais, ça reste quand même un secret. Puis, on me demandait beaucoup, est-ce qu'ils vont finir par le savoir? Puis, c'est quelque chose qui a beaucoup germé dans mon esprit pendant tout le temps qu'on m'en parlait. Fait que quand je suis tombée en vacances cette année-là, je me suis dit, je sais pas si il y a plus qui sortirait. Donc, je me suis juste installée devant mon ordi. Puis, en 2 mois, j'avais une première version. Là, Ah oui, quand même. Ouais. Puis après ça, j'allais beaucoup retravailler. Là, évidemment, il y avait des petites choses, c'était un peu bancal. Là, mais oui. Puis, je l'ai envoyé à mon éditrice qui a fait comme « Ah, je savais pas que tu travaillais sur une suite. » Je suis « Ben, moi non plus. » Donc, en parlant de tes œuvres, avant d'embarquer sur Sans eux, tu as également écrit une petite nouvelle pour Hashtag Sans Tabou. Oui. Comment ça s'est passé, l'écriture de cette nouvelle-là? Ben, je vais dire que le Hashtag Sans Tabou, je suis un peu fière parce que c'était mon idée. OK? Ah, OK. Je vais m'attribuer ce mérite-là. Pendant les salons du livre, on parle beaucoup, tu sais, entre auteurs, entre nous, puis avec les autres auteurs de la collection Tabou, tu sais, on vient qu'à créer des beaux liens, là, on est comme amis, puis tout ça. Puis je discutais souvent, je dis, il y a plein de petits tabous qui sont pas, mettons, suffisants pour une histoire complète, un gros roman, mettons, de 50 000 mots, 60 000 mots, mais qui mériteraient quand même peut-être d'être abordés, qui pourraient être intéressants. Puis là, j'avais soulevé l'idée, ça pourrait être des plus petites histoires. Il pourrait y avoir comme un tabou, de petits tabous reliés. Puis là, les éditrices étaient moins sûres. On sait pas trop. Est-ce qu'on peut s'attacher à un personnage en genre 10 000 mots? Est-ce que, tu sais, c'est possible? Là, ben, finalement, j'ai convaincu certaines autrices d'embarquer un peu dans le jeu. Puis ils ont dit, ben, proposez-nous de quoi? Puis si ça fonctionne, on le fait. Donc, on est 4. On a soumis des petites histoires. Puis, ça a vu le jour. J'espère que ça a plu. C'est sûr que ça s'adresse à un public un peu plus jeune. On est tabou. On a les premières règles, acné, tout ça. Donc, on s'adresse vraiment aux pré-ados, si on veut. Mais je pense qu'il y avait une place pour ce type d'histoire-là aussi. Puis j'avais envie de faire des choses un peu plus légères, plus rigolos aussi, parce qu'on va se le dire, là, le suicide, tout ça, c'est lourd. Puis là, moi, je parlais de l'acné, que moi, personnellement, j'ai vécu là, quand j'étais ado, fait que j'ai donné. Puis, j'avais envie de le traiter quand même avec un peu de légèreté et un peu d'humour, comme quoi, tu sais, évidemment, t'en meurs pas, même si ça laisse vraiment, tu sais, des cicatrices sur ta face et dans ta tête. Fait que ça m'a fait du bien de faire ça. Puis, tu sais, dans le fond, Sans Tabou, il y a marqué un gros 1. Est-ce qu'il y a un numéro 2 qui se planifie? Je suis pas au courant de ça, par exemple. Je t'avoue que moi, j'ai eu une dernière année très occupée. Avec le bébé et tout ça. Fait que je suis pas allée au devant, j'ai pas questionné. Moi aussi, j'ai vu le 1. Je me suis dit, ben, peut-être qu'on attend de voir comment il va être accueilli, puis savoir si d'autres auteurs auront envie d'embarquer puis de soumettre des plus petites histoires aussi, là. Ça peut être agréable. Des fois, c'est un peu moins de travail, si on veut, là, d'écrire une petite histoire. Oui, vraiment. Donc, on va embarquer sur Sans eux. Dans le fond, ton dernier roman. Oui. Tu parles du deuil, qui est quand même un sujet qui avait été attendu depuis longtemps. Quand on voit les posts, les publications dans le groupe, le deuil apparaît tout le temps. Je pense que ça fait presque 2 ans. Quelqu'un dit, y a-tu un tabou sur le deuil? Il y en a quelques-uns qui parlaient de justement ce qui ne tue pas et tout ça. Ça vient avec ma question 2, dans le fond, c'est que le sujet de la mort, il est présent dans tous tes tabous. Qu'est-ce qui
pousse vraiment à parler du sujet? Bon, tu as parlé un peu du suicide de ton ami au début, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire vraiment sur le deuil? Vous autres. Aussi simple que ça. En fait, c'est super agréable d'écrire un tabou pour la réception qu'on a, en fait, parce que les lecteurs de la collection Tabou sont vraiment intenses et sont exceptionnels, là, parce que c'est pas tout le monde au Québec qui peut se vanter de vivre ce qu'on vit. Par exemple, dans les salons, même sur Facebook, je me ferais régulièrement contacter par des gens qui m'écrivent pour toutes sortes de raisons sur Facebook, qui lisent les tabous, des bibliothécaires d'école. En tout cas, donc, quand on va en salon, on est des jeunes qui nous accueillent quasiment comme si on était des rockstars, là, donc on vit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça fait du bien dans la vie parce que de la reconnaissance, on n'en a pas souvent dans notre quotidien. Donc, quand on en a écrit un, quand on en a écrit deux, puis qu'on voit l'accueil qu'on a, puis les redevances aussi, parce que c'est le fun de réussir à faire un peu de sous avec ce qu'on écrit, surtout au Québec. Donc, quand on voit tout ça, ben on se dit, j'ai envie d'en écrire un autre. Et ça revenait, j'ai vu que ça revenait comme sujet, là, le deuil. Puis, c'est sûr que je l'avais un petit peu abordé dans Ce qui ne tue pas ou Le poids du mensonge. C'était des notions. Puis, parmi tous les sujets qui revenaient dans les propositions des fans, c'est celui qui m'interpellait peut-être le plus un peu. Je l'ai pas tant vécu. J'ai perdu mes grands-parents, oui, comme tout le monde. Ben, je suis rendue à un certain âge, là, on finit par perdre nos grands-parents. Mais j'ai pas vécu le deuil d'une personne particulièrement proche de moi. Mais c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. Je me suis dit, je pense que je peux. Fait que je vais l'essayer. Ben moi, je pense que c'est réussi. Là. Bon, c'est sûr qu'il est sorti avant hier, donc la majorité ne l'ont pas lu. Moi, je l'ai dévoré. J'ai vu tout à l'heure Léa Julien qui est venue commenter en disant qu'elle avait commencé cet après-midi puis qu'elle était absorbée par l'histoire, donc tant mieux. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je vois vos questions. Ça s'en vient. Je vais les faire des liens avec mes propres questions. Donc, justement, on parlait de la mort. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur la mort? Ben oui, c'est quand même difficile parce que c'est un sujet qui est hyper personnel. Fait que personne le vit de la même manière. Puis on essaie d'avoir une vision qui va essayer de toucher le plus de gens possible. C'est pour ça que j'ai choisi le deuil des parents. J'avoue que une fois que je l'ai eu terminé, j'ai eu envie d'en recommencer un sur le deuil d'un ami. Je peux comme faire autre chose que d'écrire des trucs de mort. Cette idée-là est là, mais je vais la mettre de côté. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Peut-être ailleurs que dans le tabou. Mais tu l'as abordé le deuil de l'ami avec avec des amis de Lily. Oui, c'est que c'était là quand même aussi, même si le deuil est différent parce que eux, au départ, ils avaient fait le choix de mourir ensemble, même si elle a survécu. Bon, le deuil est quand même différent. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit parce qu'il joue à côté de son bidule? Un petit peu, monsieur. Okay. Puis il va comme s'installer, ça va aller. Mais ouais, fait que j'ai comme un peu abordé. Mais là, j'ai exploré le deuil des parents parce que j'avais des idées connexes. Là. Je voulais travailler un petit peu l'émancipation chez les adolescents. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce qu'on n'en parle pas souvent, puis c'est pas fréquent, mais c'est comme hyper intéressant pour des jeunes qui vivent des problématiques, là, l'émancipation. Mais plus je faisais mes recherches, je me rendais compte que c'était pas évident, que ça arrivait pas souvent, c'était difficile de trouver la bonne information. Donc, j'ai décidé que j'allais comme fusionner dans la mesure où il perd ses parents, s'il n'y a pas vraiment de famille s'occuper de lui, est-ce qu'il peut avoir une émancipation, qu'est-ce qu'il fait avec ses sœurs, un peu tout le reste. Donc, ça m'a permis là d'englober deux idées en une, en quelque sorte, en travaillant ça. Puis, ben c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai dû faire des recherches, là, comme moi, j'ai jamais eu à organiser de funérailles puis rien de tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, c'est vraiment, comme dans le livre, ça le dit, là, c'est dégueulasse. Mourir, là, c'est vraiment d'ouvrage. Puis au Québec, on est comme super pressé de tout gérer. C'est comme si tu meurs, puis il faut que la semaine suivante, tout soit réglé, que les funérailles aient lieu. Là. On peut-tu respirer entre les deux, peut-être? Fait que je suis comme un peu fru contre ça, puis j'ai décidé que moi, j'allais avoir des volontés comme un peu hors norme, finalement. Ben oui, ben justement, comme j'ai marqué dans ma critique, c'est que ça force les gens à devoir prendre des décisions qu'ils veulent pas prendre. Ouais. Tu sais, je veux dire, les gens, déjà qu'ils doivent se faire à l'idée que dans ce cas-ci, les parents sont morts. Il faut que tu choisisses les fleurs, l'urne, comment tu veux qu'ils soient enterrés, où, comment, pourquoi. Ouais.
Puis, tu sais, grosse aparté, puis ça, j'en ai pas marqué dans ma critique, j'ai oublié de le marquer. Maxime pète sa coche quand le monde lui souhaite des condoléances. C'est le bout où est-ce que j'ai tellement ri, où est-ce qu'il est comme... je pense qu'à un moment donné, il sac, là, il dit dis-moi-le pas, je veux rien savoir. Des hosties de condoléances. Ouais, oui, ouais. exact. Mais moi, ce mot-là, tu sais, j'enseigne le français, là, j'aime la langue française, mais ce mot-là, je le déteste pas. Moi, si j'ai quelqu'un, tu sais, je pourrais pas lui dire toutes mes condoléances. Non. Tu sais, si je vais dire, je suis désolée, tout va bien, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mais c'est pas comme naturel de prononcer ces mots-là. C'est vraiment des formules préfabriquées qui veulent comme tout dire puis rien dire en même temps. Donc, puis je me mets dans la peau d'un ado qui sait même pas ce que ça veut dire. Il fait sa recherche sur Google puis comme, je comprends même pas. Arrêtez de dire ça. Donc, ouais, c'est ça. On est comme en surmenage un petit peu. Puis, c'est ce que j'ai voulu explorer. Il y a un commentaire, je sais pas c'est qui parce qu'il est en Facebook user, je vais l'afficher, qui dit « Merci d'avoir écrit ce livre, je suis moi-même en deuil depuis moins d'une semaine, j'ai perdu un ami par suicide. » Voilà, c'est vraiment difficile. On ne souhaitera pas de condoléances, on va juste dire qu'on est désolé pour toi. On est vraiment désolé. On a de la compassion. Voilà, on a de la compassion, puis pour vrai, si tu as de la misère avec ton deuil, lis le livre. Je pense que ça va te faire du bien. En fait, c'est ça que je donne comme message quand j'ai lu le livre. C'était vraiment c'est de la compassion. Comme tu dis, on voit la douleur des personnages, on voit aussi tout ce qui entoure, mais en même temps, on dirait que ça donne un souffle, ça donne de l'espoir pour les personnes qui vivent un deuil, surtout pour les adolescents. Oui, ben c'est sûr que on en sort un jour. Là, on n'a pas tous le même rythme, j'imagine, aussi pour se sortir d'un deuil. Puis c'est correct de prendre le temps qu'il faut qu'on prenne. C'est ça que je regrette parce que de ce que je vois ou tout ce que j'ai pu expérimenter là, comme funérailles dans ma vie, c'était tout le temps super précipité. Puis il y a comme pas moyen d'attendre. On peut-tu juste le vivre un peu? Puis il s'en ira pas, là, le défunt, il partira pas. T'sais. Non. Tu juste respirer un peu. Tu sais, moi, je pense aux deux derniers décès dans ma famille. Ma grand-mère est décédée en novembre 2019 et elle est décédée, puis la semaine d'après, c'était les funérailles. Et pire que ça, j'ai un oncle qui est décédé je pense que ça fait à peu près 2 ans. Et il a été enterré le samedi suivant. Là. Ça faisait 4-5 jours qu'il était décédé et pop les funérailles. C'est comme, tu sais, en tant que proche, tu peux pas t'organiser, tu peux pas faire... ça fonctionne pas, là. Ouais, moi, c'est mon grand-père. Mon grand-père était décédé le 22 décembre et ses funérailles avaient lieu le 24, 2 jours plus tard. On aurait pu comme laisser passer Noël, vivre notre peine, tout aurait été bien été, puis on aurait pu vivre ça en janvier après, quand tout le monde est dans l'état justement pour vivre ça. Là. Mais non, il y a comme c'est ça. Donc c'est une culture qui est à revoir. Ailleurs, il se passe des super belles choses pour célébrer la mort. Si je pense, entre autres, Amérique latine, au Mexique, ils ont des super belles fêtes, c'est coloré, c'est vivant. On attend comme à une fois dans l'année, puis on célèbre tous les morts de l'année. Je pense que on pourrait s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Là. Oui, vraiment. Le Facebook user, ça se trouve être Marie-Soleil Leblanc qui dit « Merci de ne pas avoir dit mes condoléances. Maudit qu'elle est allée d'entendre ce mot-là. Tu sais, même Catherine a dit qu'elle était capable de le dire, elle travaille à l'hôpital, puis c'est un mot qu'elle n'est pas capable de dire, puis voilà. J'ai mis le concours, donc si vous voulez gagner sans eux, vous avez juste à dire le titre du premier tabou d'Émilie, puis on rentre votre nom. Si vous l'avez déjà, le livre, vous l'avez acheté parce que vous êtes des fans, puis vous aimez la collection, vous pouvez participer quand même et l'offrir à quelqu'un. En ce moment, il y a le mouvement En avril donne un livre, c'est parfait. Si vous gagnez le livre, donnez-le à quelqu'un que vous croyez que ça pourrait faire plaisir. Bon, c'est sûr qu'un livre sur le deuil, c'est pas genre comme une romance chick-lit, là, mais quand même, ça fait toujours plaisir de recevoir un livre. Le concours, il va être là pendant un petit moment, puis après ça, je vais l'enlever et le remettre un peu plus tard.
Je vais rembarquer sur les questions des gens. Il y a Marie-Ève Stam qui demande qu'est-ce qui... je pense que c'est Marie-Ève, excuse-moi si c'était pas Marie-Ève. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce style littéraire? Et elle a réenchéri un peu plus tard en disant je le vois plus. Je ne le vois plus. Attends. Est-ce que tu as une routine d'écriture et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce style littéraire? Voilà. J'ai aucune routine d'écriture, aucune. Je suis pas organisée comme ça dans la vie. Moi, je pense beaucoup. Je réfléchis tout le temps. Là, quand je me couche le soir, je m'endors avec mes personnages dans ma tête. Donc, je réfléchis vraiment beaucoup à mes histoires, à ce que j'ai envie de raconter. Quand je m'installe, puis là, j'essaie de laisser ça sortir. Donc, c'est pour ça que ça me prend du temps, puis probablement, je crois que maintenant, je vais me mettre à écrire beaucoup plus pendant mes vacances, parce que mes soirées sont chargées, parce que mes fins de semaine, j'ai un bébé, puis il me laisse pas tranquille pour écrire. Fait que pendant mes vacances, ça va être plus facile, vu que je suis enseignante, là, j'ai droit à mon été. Donc, j'ai pas de routine, mais j'aime ça quand je peux m'installer pour plusieurs heures, là, ça me laisse vraiment le temps de développer. Puis, c'est la même chose quand il faut que je fasse des révisions. Là, souvent, j'attends d'avoir une journée, puis j'embarque là-dedans, puis je passe comme 10 heures devant mon ordi à faire, d'un bout à l'autre mes révisions. Puis pour le genre littéraire, moi, je suis vraiment fan de littérature pour ados, de littérature jeunesse, jeune adulte. C'est vraiment une littérature qui me plaît. Parce que on se perd pas dans les détails, on se perd pas dans des descriptions superflues, on sent pas le besoin d'avoir une langue plus soutenue que nécessaire. Je trouve que c'est vrai, que c'est comme du réel. Puis les personnages adolescents sont intéressants parce que c'est une période de la vie qui est pleine de troubles et on dirait que tout est possible. En fait, il y a plein de réactions qui sont justifiées parce que c'est un adolescent qui est là, alors que si le personnage était adulte, ça passerait moins bien au niveau de la maturité, par exemple. Donc, je trouve qu'on a plus de liberté avec les personnages adolescents. Et j'aime beaucoup les adolescents. J'ai choisi de leur enseigner dans la vie. Donc, je les côtoie au quotidien. Je les aime, je les trouve fascinants. Donc, c'est un genre que j'affectionne. Je dis pas que je suis fermée à écrire une littérature plus pour adultes. J'ai tellement d'idées dans ma tête qu'un jour peut-être, mais je suis portée vraiment plus vers l'écriture jeunesse, là, ado, jeune adulte. C'est ce qui me plaît vraiment. Ah ben, oui, même moi, je préfère ça, là, à ado, jeune adulte. Personnellement, moi, je me suis essayée pour enfants. Non. C'est difficile d'écrire pour les enfants, vraiment. Oui, les gens, ils pensent que c'est facile, mais en vrai, c'est plus difficile qu'écrire pour les ados, là. Ah oui, il faut prendre beaucoup plus d'éléments en considération quand on écrit pour plus jeunes. Là. Voilà. Les ados. Il y a une bonne question de Catherine Degg qui dit « Est-ce qu'il y a un sujet de tabou qui n'a pas été abordé encore qui t'intéresse? Pas forcément pour l'écrire, juste le lire ou... » Oh, il y a qui crie. C'est sûr qu'il y en a. La drogue, j'étais curieuse, j'avais hâte, là, à Psychose, que j'ai beaucoup aimé, ça, j'avais hâte qu'il sorte, parce que je me disais, comment est-ce qu'on peut l'écrire sans faire la promotion de la drogue? Parce que, il y a des boules fun dans la consommation de la drogue, là, j'imagine les tripes, puis ton buzz, mais il y a des boules pas mal moins le fun aussi. Puis je me disais, trouver le juste milieu entre tout ça pour pas avoir l'air d'en faire la promotion, mais sans avoir l'air non plus juste de moraliser. Ça, j'avais hâte. Je suis contente, il a été fait. J'avoue que celui sur le décrochage scolaire, là, Adios, moi, je trouve que la partie décrochage est passée là. La partie voyage humanitaire, c'est super cool. Le fait qu'il se retrouve à enseigner finalement là-bas malgré lui, je trouve ça vraiment c'est spécial. Mais un tabou sur le décrochage vraiment avec toute la réflexion, puis le côté peut-être où tu te sens un peu tout seul finalement, puis aller à l'école, ça pourrait m'intéresser aussi. Sinon, j'avoue pas, dernièrement, j'ai pas tant réfléchi, mais il y en a tellement qui sont en cours, même des fois sur des sujets auxquels j'avais jamais pensé. Là, quand on entre dans la sexualité, toutes les orientations ou les identités de genre et tout ça, là, on se rend compte qu'on pourrait en faire au moins 10. Ben oui, mais tu sais, on va juste, tu sais, sur le groupe, il y a une liste de sujets qui ne sont pas sortis. Ouais. Et je pense qu'il y en a comme 50. Ouais. Sachant que le tien, c'est 56, on pourrait se rendre à 100 là, si on fait tous les sujets. Ouais, c'est ça. Là, je pense que la collection a encore, il y a encore de la place pour de nombreux sujets.
Puis, mais ça, évidemment, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y en a plusieurs qui ont été faits. En même temps, je vois pas tous les autres qui peuvent. Puis des fois, tu sais, c'est pas si tabou, mais c'est vrai qu'on en parle pas tant. Donc, c'est juste de trouver le bon angle pour traiter le sujet. Mais puis comme tu te dis tantôt, quand on en écrit un, on en écrit 10. Là. Je veux dire, oui, c'est la piqûre du tabou. Là. Vraiment, c'est ça. C'était tellement une belle expérience qu'on a envie d'en vivre plein d'autres ensuite. Il y avait une question de Léa, mais je vais la garder en parenthèse. Je vais aller dans mes questions. En fait, je vais faire comme un mix de 2 questions. Maxime, c'est un personnage vraiment qui a un énorme cœur. Je veux dire, tu sais, oui, il devient orphelin puis il décide de tout prendre en charge. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un que tu connais et en même temps, autour de tout ça, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de la famille Dubois? Quelle piqûre qui a fait en sorte qu'ils se sont créés, dans le fond? Maxime n'est pas vraiment inspiré d'une personne en particulier. Il est inspiré de plein de jeunes garçons que j'ai pu observer parce que c'est des ados, il y en a de toutes les sortes, puis c'est des beaux garçons gentils comme ça, il y en a, mais tu sais, ils sont tellement souvent discrets, juste comme ils dérangent pas, ils sont fins. Donc, je voulais un personnage comme ça qui est relativement ordinaire, dans le sens où il fait ses trucs à l'école, tu sais, sa vie, il réussit sans être un premier de classe, mais il réussit quand même assez bien. Il a un peu d'amis, pas trop. Tu sais, c'est le gars correct, là, juste dans le milieu, qui a une petite vie de famille. Tu sais, c'est sûr que la vie de famille, j'ai montré des beaux côtés, mais c'est un peu aussi de ça dont on va se souvenir quand on est en deuil. On se souvient du beau, de ce qu'on perd. On se souviendra pas des chicanes et tout ça nécessairement. J'avais envie qu'il y ait des parents plus cool parce que moi j'ai envie d'être un parent cool. J'avais envie, tu sais, puis en même temps sa mère est un peu, tu sais, dans la scène au restaurant au début elle est un peu comme dites-moi pas quoi faire avec mes enfants, madame. J'aime ça, elle a de l'attitude, mais en même temps il y a un peu d'humour. Puis tu sais, souvent c'est le papa qui vient comme tu sais, assouplir les choses, faire les gags. Donc je voulais que ce soit une belle famille parce que ben là, à mon avis, la douleur était plus grande encore que si c'était une famille institutionnelle, que ça fait presque du bien de quitter. Là, donc, je voulais quand même que le deuil soit plus difficile à vivre là, à ce niveau-là. Puis, je voulais qu'il y ait évidemment des jeunes sœurs, pas qu'ils soient seuls, parce que là, ça augmentait l'enjeu de la famille, des services sociaux, puis tout ça. Donc, d'où les petites jumelles qui viennent compléter le portrait. Ben moi, pour de vrai, tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment un spoiler parce que je veux dire, c'est marqué en arrière que les parents ils meurent, là. Voilà. Mais le seul détail que je veux dire, c'est qu'ils meurent au chapitre 2. Et, tu sais, je veux dire, en un chapitre, tu nous as présenté Myriam et Antoine en un chapitre et j'ai eu l'impression de les connaître depuis toujours. Je les aimais, j'étais comme, mais moi, je le savais ce qui s'en venait. Tu sais, Maxime, Coralie, Océane, ils le savaient pas, moi, je le savais. Et même quand Maxime apprend la nouvelle, c'est à ce moment-là que je me suis mise à pleurer. J'étais comme, mais non, Myriam et Antoine sont pas partis. Voyons, ça fait pas de sens. Mais je veux dire, je le savais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et un autre élément que j'ai beaucoup aimé de Maxime, c'est que bon, il y a souvent le cliché du « un garçon, ça pleure pas ». Un garçon, c'est fait fort. Un garçon, ça montre pas ses émotions. Et là, te présenter un adolescent qui avait des émotions, qui pleurait, qui, à un moment donné, s'en fout de pleurer. Je veux dire, il est au funérailles, il pleure, puis c'est tout, tu sais. Ouais, moi, je veux que mon garçon pleure. Je veux qu'il soit capable, tu sais, d'assumer ses émotions. Puis souvent, tu sais, on en parle là, tellement dans les médias en ce moment, là, les hommes, ils vont pas bien. Puis, tu sais, ils vont pas bien parce que la société les a opprimés pendant tellement longtemps qu'il faut que tu sois fort, puis un gars, ça pleure pas. Mais à un moment donné, là, leurs émotions, elles existent. Tu sais, juste si nous, on a une palette d'émotions, là, qui est entre le content et le fâché, comme je dis dans le livre, là, ben, ils ont ces émotions-là. C'est juste ils ont comme jamais eu le droit ou ils ont jamais appris à les vivre et à les laisser aller. Donc, aujourd'hui, c'est juste trop gros, puis ça sort tellement tout croche, puis c'est pas tous les hommes, heureusement, qui sont comme ça, mais il y a une génération, tu sais, si je pense à mon père, par exemple, puis mon père puis mon frère, ils sont pas du tout au même niveau à ce niveau-là, tu sais, déjà, mon frère, c'est mieux, il est plus capable de vivre ses émotions, même si, tu sais, j'espère que la génération d'après va être encore plus capable
de le faire. Puis moi, tu sais, c'est quelque chose à l'école avec mes élèves que j'aborde quand même une fois de temps en temps aussi. Puis, tu sais, là, j'en vois des petits gars qui assument quand même, qui pleurent. Puis, tu sais, que j'en vois un rire. Tu sais, C'est ça. non, mais t'as le droit. T'as le droit de pleurer. Puis, je voulais que mon Maxime, en même temps, puis c'est normal. Je veux dire, tes parents, ils décèdent. T'as le droit de pleurer. C'est normal de pleurer. Fais-le. Ça va faire bien. Ça va sortir. Fait que je voulais quand même que ce soit ça. Puis en même temps, tu sais, dans sa façon de réagir en gars, faut quand même que je sois fort, je vais sauver ma famille, je vais m'en occuper, mais tu sais, t'as 16 ans, mon grand, Ouais, calme-toi. On est en train de déménager de chaise ici, là. Oui, j'étais que, on a entendu. C'est pas un tremblement de terre. Catherine a dit que ça en prend tellement des modèles dans les livres d'hommes et de jeunes hommes qui pleurent et qui laissent voir leurs émotions. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Je veux dire, comme te dis, Émilie, si les femmes sont capables d'avoir des émotions, les hommes aussi. Voilà, c'est ça. Puis je pense que c'est ça aussi que j'ai préféré que tu aies utilisé un protagoniste principal masculin. Tu sais? Oui. Fait que oui, puis Joseph, il dit c'est encore ces préjugés-là qu'un gars, ça pleure pas. Oh oui! Oh oui, oui, oui. encore. Ouais, beaucoup. Ouais. Totalement. Mais pour anecdote, aussi, je voulais dire, au départ, dans ma première version, les parents mouraient dans le chapitre 1. Et mon éditrice, elle m'a dit, oh, on dirait qu'on la connaît pas assez, sa famille, ses parents, ça nous prendrait, tu sais, un petit peu plus. Donc là, j'avais ajouté le premier chapitre que vous avez maintenant, puis j'avais ajouté d'autres scènes dans l'histoire, de petits flashbacks. Et on m'a fait enlever les flashbacks finalement en me disant que la scène, le chapitre au début, là, suffisait à bien comprendre les familles. Mais c'est ça, il était pas là au début. C'était assez net frais de sec là, que ça mourait dès le début. Pour vrai, s'il y avait eu des flashbacks, je pense que j'aurais même pas été capable de finir. Je veux dire, les gens ont vu la photo là, que j'assume à moitié. J'étais comme, j'étais en train de pleurer ma vie. J'ai fait genre, oh my god. Mais ça, j'étais à la page 40. Le livre en fait plus de 300. Pouvez-vous croire qu'à chaque à peu près 30 pages, je me mettais à sangloter, puis un autre 30 pages, je devais arrêter parce que là, je pleurais encore, puis là, je voyais plus rien, et je dis, j'ai des lunettes, hein, donc voilà. Et ça a été comme ça. Oui. Mais c'est bon, tu sais, c'est normal, là, si on pleure pas sur un livre sur le deuil, je pense que vous êtes probablement un petit peu psychopathe. Ouais, ou moi, je passe à côté, là, en même temps. Oui. On espère susciter des émotions, mais pas de là à vous défigurer, mettons, tu sais. Non, moi, c'est une chance que j'étais pas maquillée, c'était fini, là. Ouais. Mais pour vrai, des flashbacks, en plus, ça aurait été la fin, là. Déjà que j'ai trouvé que le premier chapitre, comme tu as dit, qui a été ajouté, j'ai vraiment eu l'impression de connaître Myriam puis Antoine, puis tu sais, t'es présenté comme bon un peu les parents un peu cool, tu sais, qui laissent leurs enfants comme rien faire pour leur anniversaire, genre comme oh t'as des devoirs, pas grave, c'est ton anniversaire. Moi je voudrais que les parents soient comme ça. Je voudrais que les parents soient capables, tu sais, à un moment donné, de lâcher prise un peu, puis de dire, OK, aujourd'hui, c'est spécial, on s'en fout, puis il n'y en a pas de conséquences. Je veux dire, on n'est pas en train de jouer notre vie sur tes devoirs de maternelle, là, tu sais. Respire. Aujourd'hui, c'est ta fête, on les fait pas. Moi, écrire un mot dans l'agenda, puis qu'on vienne me dire que c'est pas correct, tu sais, je veux dire, non. Fait que je voudrais que les parents soient comme ça. Je voudrais qu'ils soient moins stressés, les parents. S'ils l'étaient moins, leurs enfants seraient moins. Ce serait plus facile à gérer dans ma classe aussi. Donc, respire, là, respire, tu sais, je trouve que les gens sont stressés, puis pressés, puis anxieux pour tout, puis rien, puis ça n'a pas rapport. Fait que, c'est ça que je pense que ça paraît dans ton livre. Je pense ton côté maman cool, là. Pensez même aussi avec le personnage de Sonia. Sonia, que bon, les gens, ils savent pas un peu c'est qui, mais Sonia, c'est la tante de Maxime qui vient porter renfort parce que, bon, Maxime a 16 ans et il peut pas s'occuper d'une maison et des funérailles par lui-même, même si on salue les gens exceptionnels qui sont les parents de Gabriel. Mais Sonia, c'est un peu comme la tante cool. Ouais, Sonia, c'est un peu comme encore une ado, si on veut, là, tu sais, elle a une vie un peu jet set à New York. Et ça, pour vrai, j'ai des amis, c'est plus des amis de mon frère, là, mais des amis... des amis qui ont un peu eu cette vie-là, là, tu sais, de jouer au hockey, se promènent un peu dans différentes grandes villes, puis c'est comme une vie à laquelle on n'a pas accès. Là, ça m'avait fasciné. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est sûr que j'exploite ça. Donc, ils sont là. Mais tu sais, Sonia,
elle a sa vie tu sais, un peu c'est ça, de hockey wife, elle se promène, puis elle a jamais eu à vraiment, tu sais, s'arrêter pour avoir des responsabilités ou quoi que ce soit. Puis là, ben, c'est sûr que toute la situation la dépasse. Elle est en deuil aussi, donc, tu sais, ça fait quand même beaucoup à gérer. Elle était le fun quand même, Sonia, c'est un personnage que j'ai aimé. Elle a un peu d'humour, mais en retenue, puis en même temps, elle a toutes ses insécurités à elle qui vont transparaître vraiment, là. Elle était le fun aussi. Ben, je pense que tous les personnages, en fait, sont vraiment le fun à... Ben, en fait, comme j'ai dit aussi dans ma critique, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Là. Je les ai tous trouvés particuliers. Ça était vraiment le... Ben, vraiment merci. Il y a Marie-Soleil qui demande où est-ce qu'elle peut acheter le livre. Tu peux l'acheter directement sur le site des éditions de Montagne. J'ai mis le lien en haut là, du vidéo. Là, il est juste là. Sinon, tu peux le commander pour te le faire livrer avec leslibraires.ca. Je pense que Renaud Bré et Archambault font la livraison aussi. Mais si tu veux encourager une librairie indépendante, je te conseille leslibraires.ca. Donc, voilà, tu peux tout te faire livrer. Mais bon, tu sais, il est à vendre, mais tu peux aussi attendre un peu ce soir, voir si tu l'as gagné. Il y a justement Joseph qui dit que s'il gagne le concours, il va te le laisser. C'est vraiment cute. Oh, là, Joseph. Oui, Joseph est super gentil. Puis merci Riley d'avoir mis le lien. Voilà, j'ai des coéquipières super à jour, super là. Justement, on parlait des personnages pour Sans eux. C'est lequel ton personnage favori? Après, ça, c'est difficile de choisir un personnage préféré dans Sans eux. J'avoue que je l'aime, Maxime, parce que je trouve qu'il fait les bons choix. Tu sais, je trouve qu'il est fin, puis il vit ses émotions. Je trouve que je l'aime. Maxime, je l'aime. Je trouve que c'est un bon garçon. Je voudrais que mon garçon grandisse comme ça aussi. Et que je sois là. Hein? Oui. On va le souhaiter. Juste que je trouve que c'est ça. C'est un bon garçon gentil. Oui, ben moi personnellement, j'ai comme une hésitation entre Olive, Maxime et Sonia. Pour plein de raisons différentes. Oui, Olive est cool. Olive est cool, tu sais, elle a pas vraiment de filtre, mais en même temps, ce qu'elle dit, c'est pas de la merde, tu sais, elle est intelligente, elle pourrait avoir sa propre vie, là, tu sais, elle pourrait être le personnage central d'un autre roman, éventuellement, là. Elle est cool. Puis Olive, j'avais demandé sur ma page d'auteur, j'avais demandé des suggestions de prénoms féminins, parce que j'arrivais pas à la nommer. Je lui avais donné Maïli, elle s'appelait Maïli au début, c'était son premier nom. Mais je trouvais que ça collait pas. Puis dans les suggestions, on m'avait dit Olivia. En fait, c'est une amie à moi qui a une petite fille qui s'appelle Olivia. Puis elle m'avait suggéré Olive. Je la vois tellement. Puis là, je voyais les répliques comme ben oui, c'est ça ton Olive, elle, hein, on sait bien. Là, les répliques, je savais que tout fonctionnait. Donc, c'est grâce à des amis et des fans que j'ai pu nommer Olive. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est cool. Puis, dans les descriptions, je lui ai mis des petits grains de beauté symétriques. Ça, c'est une de mes élèves que j'avais à l'école il y a 2 ans, donc ça fait quand même longtemps que la maman est en projet. Elle, j'aimais beaucoup cette élève-là, Laura. Puis, elle avait vraiment des petits grains de beauté symétriques, puis elle avait un petit quelque chose qui pouvait se rapprocher d'Olive. Fait que là, j'avais dit à mon élève, je vais donner tes petits grains de beauté à mon personnage. Ça va être dans mon roman. Parce que j'aimais beaucoup cette élève-là, donc elle était toute énervée de se dire « Ah, c'est un personnage inspiré de moi! » J'ai dit « Oui, mais non! » Les petits freckles. Mais ouais, non, je dirais qu'Olive est cool. Oui. Des beaux personnages. Justement, on parle aussi encore des personnes. Je cherche la suite. Non, la suite. Je vous entends encore. Ah, là, c'est bon. Comment est-ce que tu as dealé avec les deuils différents de chaque personnage, en particulier les jumelles qui vivent leur deuil complètement différemment? Mise en contexte pour ceux qui nous écoutent, il est un peu marqué en arrière, mais Océane devient très agressive, alors que Coralie, elle, c'est fini. Comment tu as été capable un peu de jouer avec tous les deuils différents? Parce que Maxime, il a son deuil, Sonia a son deuil, les parents de Gabriel ont leur deuil aussi, ça reste des amis. Oui. Ben c'est sûr que, tu sais, j'ai pensé à peu près toutes les réactions possibles à un deuil.
Tu sais, je me dis comment il y a des gens, tu sais, qui vont vraiment s'enfermer, ils ont des gens qui vont être agressifs, il y a des gens qui vont être super dans la grande tristesse, d'autres qui vont vouloir devenir, tu sais, comme super proactifs, tout ça. Puis je pense que chaque personnage représentait une de ces manifestations-là. Les parents de Gabriel, tu sais, sont super présents, ils veulent aider, ils vont tout faire, tu sais, c'est comme les anges gardiens, si on veut, là, on va tout aille bien. Puis les jumelles, ben, moi, j'aime beaucoup le concept de jumeaux. Mon frère et puis moi, on est jumeaux déjà dans la vie. Donc, ouais. Et c'est quelque chose c'est une notion qui m'interpelle, le côté de jumeaux. Puis j'aime beaucoup quand ils sont contrastés. Donc, quand des jumeaux pareils, pas pareils. Donc, Oscar et Coralie, c'est des petites jumelles identiques, mais c'est ça, dans leur tempérament, elles sont complètement différentes. Puis c'est ce que je voulais explorer. Je voulais qu'il y ait une jumelle hyper effacée, puis l'autre qui va souvent, dans ce cas-là, chercher à combler la place qui est laissée vacante. Donc, comme Coralie, elle va s'effacer. Oui, Coralie qui s'efface. Oui, je m'en souviens déjà plus. Donc, comme Coralie va s'effacer puis se refermer un peu plus sur elle-même, ben Océane, ça lui laisse juste plus de place encore pour exprimer sa colère, pour exprimer sa frustration. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent quand l'espace est moins rempli. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour le prendre. Donc, je le vois souvent quand on fait des plus petites classes au secondaire. Des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir un groupe à 12 élèves parce que c'était un groupe particulier. Puis souvent, ils sont plus pénibles que quand ils sont 30. Juste parce qu'il reste de la place. Donc, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils en prennent plus. Puis c'est comme ça un petit peu avec la nature. Hein. On dit que la nature a horreur du vide. Donc, à partir du moment où tu fais un trou dans ton terrain, dans ton gazon, il y a une mauvaise herbe qui va pousser parce qu'il faut le remplir. Donc, c'est un petit peu cette idée-là là, entre les jumelles qu'il y avait une qui s'efface puis l'autre qui prend tout l'espace pour combler ce vide-là. Ben moi, vraiment, j'ai aimé ça. Là. Je veux dire, au début, la façon dont les jumelles sont présentées, on a, Océane, on a Coralie, on dirait que c'est une seule entité et à partir du décès de leurs parents, elles deviennent deux personnages complètement différents. Donc, oui, je pense que ça a été bien joué. Merci. Est-ce que tu as eu plus de difficultés à écrire l'histoire de Lily ou l'histoire de Maxime? Maxime. Oui. Lily, c'était hyper personnel. C'était comme, tu sais, ça se vivait dans son intériorité à elle. Le geste avait été commis, puis là, elle en subissait les conséquences. Mais on était dans le mode guérison. Tu sais, il y avait le physio, la tête. Un petit peu de gestion, mais comme j'ai faim. Mais donc, Lily, on était en mode guérison, il y avait le physio, sa famille, donc ça allait. Maxime, on était en mode choc, on était en mode deuil, puis en même temps, ben, c'était un peu l'inconnu pour lui parce que comme tu sais, il n'y a vraiment pas de famille présente dans sa ville autour de lui. Ben, tu sais, c'était les services sociaux, ça m'obligeait à faire des recherches, tu sais, par rapport aux services sociaux. Puis, tu sais, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Il vaut mieux avoir prévu le coup là quand on est parent, parce que c'est un peu effrayant. Donc, tout cet univers-là, même juste, tu sais, j'ai contacté des salons funéraires. Moi, j'en ai jamais organisé les funérailles, fait que j'ai contacté des salons funéraires qui m'ont pas répondu d'ailleurs. Je sais, et je pense que ça vaut la peine de le remerciement. Le remerciement, parce que moi, je lis tout le temps les remerciements avant de commencer le livre. Et moi aussi, je fais ça souvent. Émilie a dit dans ses remerciements, je ne dis pas merci aux quelques salons funéraires contactés qui m'ont pas répondu à mes demandes, sans doute parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire. Ils sont la preuve qu'il faut penser à voir différemment les célébrations entourant la mort pour le mieux. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, fait que c'est ça, Maurice, pis tout, c'est des gros cons. Mais le fait est que j'ai écrit, tu sais, à des salons funéraires, parce que, tu sais, le téléphone, à un moment donné, j'ai pas le temps, fait que là, des fois, je pense à ça comme à 2 heures du matin, fait que bon, courriel. Fait que j'ai envoyé le courriel, puis j'écrivais bonjour, non, j'aurais des questions, on me répondait, ben oui, comment puis-je vous aider, ça me fera plaisir. Puis là, dès que j'expliquais, je suis auteur, j'écris un roman, nanana, 0 réponse. Terminé. Ouais. Je ne ferais pas semblant de faire mes préarrangements funéraires pour faire plaisir, pour avoir des informations, là. Fait que j'ai demandé à des gens qui en avaient organisé dans un passé rapproché, là. Donc, parce que c'est pas nécessairement des trucs le fun à raviver.
Mais j'ai demandé à des gens qui avaient organisé les funérailles comment ça s'était passé pour eux, puis j'ai extrapolé un peu pour le reste, là. Mais c'est pour ça que je les fais pas si bien paraître dans le roman. Non, c'est parce que moi j'ai vu comme j'ai lu les remerciements et ensuite j'ai rencontré le personnage. Je pense que c'est Denis ou Daniel. Il y a un Daniel. C'est ça, Daniel et ensuite Maurice. Ouais, c'est ça. Écoutez, il faut que je vous dise, ce n'est pas un spoiler, mais c'est tellement drôle. Quand Maxime, il s'en va aux funérailles de ses parents, bon, de Maurice qui se présente comme étant l'officiant. Un officiant, c'est quelqu'un qui s'occupe un peu que tout fonctionne bien, qui va dire quelques mots, tout ça. Et t'as juste Maxime qui dirait « On n'avait dit rien de religieux ». Bah, ok, là, t'es comme juste Maurice qui est là comme « Bah, ok ». Et la fin... à un moment où est-ce que Maurice il dit « Oh, déplaçons-nous vers la chapelle » et t'as juste Maxime qui hurle « On avait dit rien de religieux ». C'est des petits moments drôles comme ça. Nous, on rit. Maxime, il riait pas. Là. Maxime, il avait son beau quota. Là. Mais c'est venu un peu mettre de l'humour dans toute la tristesse un peu de l'histoire et que même quand on lit, on a un petit côté triste quand même, c'est pas déprimant, mais ça reste triste pareil. Puis juste des petits côtés comme ça. Puis j'ai trouvé avec les remerciements à la fin de un peu fuck les les pompes funèbres. Voilà. J'ai juste trouvé ça exceptionnellement drôle. Là. Oui. Il y a des quelques commentaires. Attends. Ils viennent de perdre une cliente, c'est sûr, c'est salon funéraire. Ben, écoute... moi, je veux rien de tout ça. Disperser mes cendres dans la rivière, là, ça va être réglé, mon affaire. Ou transformer en feu d'artifice, là. J'ai vu ça dans un film, là. On peut y mettre nos cendres dans un feu d'artifice, puis c'est réglé, bing bang, voilà. Fait que pas de pierre tombale, pas de cercueil, pas de dizaines de milliers de dollars dépensés pour du niaisage. Mettez de la musique, faites venir de la bouffe, puis feu d'artifice. Moi, la seule demande que ma grand-mère elle a demandé avant son décès, c'est « Pleurez pas à mes funérailles ». C'est la seule demande qu'elle a demandé. Ouais. Elle a demandé, genre, que... Parce que, tu sais, je veux dire, mon père et mon oncle, ils font des blagues all the time. Tu sais. Puis je veux dire, ça a commencé à faire... parce que, bon, quand elle est décédée, elle était très légère. Je veux dire, la maladie, tout ça. Et t'as juste mon oncle qui est là, il dit, ben écoute, je pense que l'urne est rendue plus lourde que elle avant qu'elle meure. En plein milieu de la cérémonie funéraire, il y en a qui ont pas trouvé ça drôle. Nous, on a trouvé ça un peu comique. Mais tu sais, c'est comme gros malaise parce que, comme t'as marqué dans le livre, les funérailles sont... C'est tellement solennel. C'est ça la tradition. Si on n'était pas aussi pressés de le faire, si les gens auraient le temps de vivre un peu plus leur deuil, puis ça, ce serait plus possible de m'en faire des blagues, puis de rire, puis de sourire, puis d'y aller un peu plus dans le beau que dans la douleur, mais on est tellement dans le moment, dans le vif, tout ça, qu'on n'a pas le temps, puis que ces blagues-là, même si elles sont agréables, ben il y en a qui vont les trouver inappropriées parce que c'est tellement conventionné, puis solennel, puis c'est ça la tradition, puis c'est en noir, puis c'est en blanc, puis moi, j'aimerais ça que les gens viennent à ma funéraille avec des vêtements colorés, puis imprimés. Puis je voudrais, c'est ça, tu sais, qu'il y ait des fleurs, des fleurs s'il y en a, puis qui pleurent ou qui rient, tu sais, je m'en fous, mais je voudrais que, tu sais, ce soit pas, c'est ça, que ce soit pas comme c'est actuellement. Je trouve que c'est pas le fun, c'est pas... C'est ça. Tu sais, parce que, tu sais, on dit que les funérailles, c'est pour les vivants bien avant les morts. C'est comme, faut mieux se souvenir des personnes qui sont décédées, le beau souvenir que, tu sais, commencer à dire, c'est ça, c'est... Et si je pense encore une fois comme au Mexique, la fête des morts, on est loin d'être en noir et blanc, puis je pense qu'il y a personne qui maltraite ses morts non plus, là, tu sais, je pense qu'il y a moyen, justement, que ce soit vivant, festif et coloré, tout en étant respectueux, là. Donc, c'est une convention qui est souvent liée, justement, à l'Église catholique, puis il y a du bon, là, je dis pas que, tout est mal dans l'Église, mais je trouve que ça s'est pas modernisé, puis que ça a besoin de ça. Hey, Émilie, on approche déjà de notre fin. Pour les auditeurs, je vous mets une dernière fois le concours. Donc, il vous reste 5 minutes pour participer. Après ça, réponse, c'est ce qui ne tue pas.
Voilà. Fait que pour ma dernière question, on va y aller un peu en général. Quels sont tes prochains projets d'écriture? OK, c'est ça. Comme je disais, dans la dernière année, oui, des scoops. Dans la dernière année, j'ai un peu, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps. Ici, là, hein, ça prend beaucoup d'énergie parce que comme je t'expliquais à toi avant que tout le monde se connecte, moi, j'ai décidé de faire un bébé toute seule. Je suis un peu folle comme ça. Donc, avec un donneur anonyme, j'étais tannée là, d'attendre. Puis, je suis pas une célibataire malheureuse. Donc, je n'allais pas non plus faire un bébé avec le premier venu. Mais je suis vieillissante. Donc, on a l'horloge biologique qui fait tic-tac dans ce temps-là, nous les femmes. Et j'ai décidé de faire un bébé toute seule. Et il est né au tout début du confinement l'année passée. Donc, ça voulait dire zéro aide à la maison, toute seule, avec un nouveau bébé. Donc, ça a été particulier pour moi la dernière année. Ce qui fait que j'ai très peu écrit. J'ai un projet en ce moment qui fait pas partie de Tabou, mais c'est très embryonnaire. Il y a vraiment pas grand-chose à avancer. Mais l'idée est quand même très présente. Puis c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler quand j'ai du temps. C'est ça que j'ai envie d'écrire. Donc, je suis plus un peu dans le même genre que l'autre roman que j'ai fait, Le Silence est d'or, là, pour ceux qui ont suivi aussi. Donc, un peu encore jeunesse, mais avec des personnages un petit peu plus vieux cette fois-ci, peut-être au début vingtaine. Un peu encore roman, mais c'est une histoire d'amitié qui est échelonnée sur plusieurs années, avec des retours en arrière, puis beaucoup de liens avec la musique. Oui, c'est comme si c'était une immense playlist. Donc, il y a ce projet-là qui va bon train, puis dans un vraiment tout autre ordre d'idées, juste parce que écrire un roman sur le deuil, c'est particulièrement pénible de faire des recherches sur les services sociaux, pour les funérailles et tout le reste. J'ai entamé une espèce de comme gênée quasiment de le dire, mais je l'assume, genre de recueil d'anecdotes et d'informations fort pertinentes sur le caca. Voilà. Alors, ouais, je sais, c'est ridicule et ça fait vraiment beaucoup rire. C'est toutes des histoires vraies. Les gens se sont confiés à moi. Donc, ça, je sais pas où ça va finir, mais je trouve ça très drôle et quand même fort pertinent. Donc, je sais pas ce qui va arriver avec ça, mais ouais, c'est un côté de moi qui est pas encore exploité en littérature, mais je suis une personne très drôle dans la vie. Et là, ça me représente quand même un peu. Donc, c'est des choses qui sont dans mes cartons. Et malheureusement, tout ce que j'avais pu entamer d'autres est mort parce que moi, c'était encore sur une clé USB. J'étais en train de globalement transférer mes affaires dans le fameux nuage, mais ma clé USB, elle est morte. Et elle a tout emporté avec elle. En tant qu'auteur, je te souhaite mes condoléances. Non, c'est ouais. Mais pour de vrai, je ressens ta douleur. Je pourrais, non. J'ai vécu un deuil. Oui. Je veux dire, les gens qui nous écoutent et qui écrivent, deux petits conseils comme ça que Émilie doit pouvoir. Le nuage. Utilisez Google Doc. Google Drive, vous pouvez y avoir accès partout et c'est protégé effectivement avec votre compte. Là, les gens ne peuvent pas aller. Vous pouvez avoir partout. Vous avez une sauvegarde automatique et quand vous écrivez, ça sauvegarde aux 10 secondes. Ouais. C'est magique. C'est vraiment magique. Comme ça, si votre ordinateur décide de faire comme pouf, vous pouvez juste prendre une tablette, un téléphone, n'importe quoi. Vous pouvez continuer et c'est pas perdu et comme ça, vous vivrez pas un deuil comme Émilie a fait avec sa Oui, parce que c'est ça. Moi, c'est des années d'idées embryonnaires mises de côté dans des fichiers qui sont disparus. J'ai essayé de la restaurer. J'ai vraiment fait les efforts. J'ai retrouvé quelques petits trucs, mais c'est comme... c'est vraiment une espèce de gros sac de fichiers. Il y en a genre 12 000. Puis comme je vais pas regarder un par un 12 000 fichiers pour... J'ai pas 12 000 fichiers sur ma clé. Bon, fait que, finalement, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc, mais c'est correct. Je repars à zéro. Puis comme je disais, mes idées, elles sont encore dans ma tête. Puis là, c'est ça. Fait que c'est une question de temps, mais j'ai d'autres choses qui vont germer éventuellement. Ça, puis je vais vous tenir au courant par ma page Facebook d'auteur pour les prochaines aventures qui vont nous attendre. Mais là... maintenant, c'est toujours agréable. J'ai de la misère à passer à autre chose tant que le roman sur lequel j'ai travaillé n'est pas sorti.
Là, Sans eux est sorti, donc là, cette histoire-là, tu sais, c'est bouclé, on peut pas revenir en arrière, tu sais, il est en tablette, c'est réglé. Donc là, il y a de la place dans mon esprit pour passer à autre chose maintenant. Moi, non. moi, je vais devoir faire un deuil d'un livre sur le deuil. Ah non! C'est vraiment ça. Oui, puis donc, pour conclure un peu tout ça, donc, Sans eux est disponible en librairie. Bon, c'est sûr, on va se l'avouer, avec les nouvelles mesures de cette troisième vague qui n'en finit plus, les librairies sont probablement fermées. Donc, vos solutions. Le commander directement sur le site des éditions de Montagne. En plus, vous accumulez des points pour avoir des réductions lorsque d'autres romans tabous vont sortir. Vous pouvez le commander sur leslibraires.ca, renaudbré.ca, Renaudbré et Archambault sur leur site internet. Ou sinon, si par exemple vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez vous procurer une carte de crédit prépayée dans un dépanneur, dans une pharmacie, et le rentrer, ça fonctionne superbe bien. Donc, voilà. Donc, vous pouvez en profiter comme ça. C'est comme ça que vous pouvez aller vous procurer Sans eux. Sachez également que sur les sites de vente, il y a également Sexto d'Ariane et Transidentité de Stéphanie. Oui, c'est ma meilleure amie, puis j'ai oublié son nom. Bravo, Jess! Bien entendu, il y a toutes les autres. Je veux dire, Sexto, c'est le numéro 56. Donc, il y en a 55 autres avant. Moi, ce que j'aime, c'est voir vos publications en vous montrant la collection. Ça, c'est toujours le fun. Si vous vous procurez Sans eux, ben vous pouvez le partager dans le groupe et taguer Émilie. Je suis sûre que ça va te faire plaisir de voir les gens qui achètent ton nouveau bébé. Ben oui, ça fait toujours plaisir de voir les commentaires, les critiques, puis en même temps, ça nous aide à améliorer nos prochaines histoires quand on voit ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, parce qu'on le fait pour les lecteurs là, d'abord et avant tout. Donc, les commentaires, c'est toujours assez agréable pour ça. Puis moi, je veux vous dire que le jour où les salons du livre vont reprendre, ben venez nous voir, on aime ça, ça nous fait du bien, puis on s'ennuie tellement des gens puis du contact. Là, donc, c'était super cool ce soir, mais ça remplace pas. Tu sais, en ce moment, on serait au Salon du livre de Québec. Oui. Je serais vendredi soir, on serait en train, là, ça achèverait, il resterait une demi-heure, on serait en train de réfléchir où est-ce qu'on va aller souper après, parce qu'on a faim tard le soir. Puis on aurait passé la journée à rencontrer des gens, puis on se préparait à faire la même chose demain puis dimanche. Donc, c'est toujours merveilleux. Donc, Québec, Montréal, peu importe la région où vous êtes, là, on est toujours plusieurs auteurs à se déplacer. Fait que venez nous voir, ça nous fait vraiment du bien, ça nous motive à en écrire d'autres aussi là, pour la collection. En plus, anecdote, parce que tu parles de Salon du livre, la première fois que je t'ai rencontré, c'était au Salon du livre de Québec, où est-ce que tu me signes? Ouais, il y a longtemps. C'était les derniers salons. Ouais. Ben toi, bientôt, tu vas passer de l'autre côté dans le prochain salon, tu sais, tu vas pouvoir t'asseoir à une petite table ronde, amener ton kit de stylo. Oui, les kits de stylo, c'est un must. Voilà, oui. Donc, là-dessus, je veux juste remercier tout le monde d'avoir été là ce soir. Pour le concours, le résultat devrait arriver d'ici une dizaine, quinzaine de minutes, si je prends mon temps. Donc, Émilie, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Félicitations pour la sortie de ton nouveau tabou. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être des fans aussi incroyables. Les gens, ils ne croient pas des fois quand on dit qu'on a vraiment des fans pour notre collection. Des fois, quand je sens mes élèves, j'écris des romans, puis j'ai des fans. Lis-le, tu vas comprendre. Puis, donc, c'est génial. C'est vraiment génial de vous avoir, puis de pouvoir être témoin là, de votre enthousiasme à travers la communauté comme ça. Donc, on voit passer vos messages. On commande pas tout le temps, tout ça, mais on voit passer vraiment beaucoup de choses. Puis, c'est ça, pour nous motiver à en écrire d'autres, encore et encore. Donc, c'est ce qui conclut. Donc, je vais éteindre le live et je vous remercie encore. Donc, bonne soirée! Bonne soirée! On va aller se coucher!